Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models. Les entrepreneurs sont parfois des ingénieurs et ça se comprend. Les ingénieurs sont le sel de l'innovation. Ils créent des solutions en rupture, ils résolvent des équations. L'entrepreneur est un ingénieur, c'est le thème de ce Business Models. Bonjour Vincent Hollet. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur de Gigli, on va revenir sur ce que vous faites au cours de l'émission, mais on va commencer par justement cette approche entrepreneuriale et de l'ingénieur qui peut peut-être se distinguer d'autres approches. Est-ce que vous le ressentez comme ça? C'est-à-dire que quand on est ingénieur, ce qui est votre cas, on ne voit pas le monde de la même façon. Alors, je ne sais pas si c'est la vertu de tous les ingénieurs ou d'une particularité des ingénieurs. Je pense qu'on a un système qui forme de très bons ingénieurs en France, en Europe d'ailleurs également. Et j'aimerais qu'il y ait plus d'ingénieurs qui aient une vision un peu différente, un peu novatrice de ce qu'on peut nous apprendre à l'école. Parce que finalement, on fait de bons ingénieurs, mais on ne fait pas tant que ça de bons entrepreneurs qui vont monter des sociétés, qui vont avoir des idées en rupture et qui vont ouvrir le monde à de nouvelles perspectives. Et pourtant, ce sont les plus outillés a priori, parce que ceux qui peuvent résoudre en effet des équations complexes, qui ont un esprit analytique. L'exemple emblématique, tarte à la crème, c'est Elon Musk. Mais c'est vrai que c'est pas toujours, il n'y a pas tant que ça des entrepreneurs qui réussissent. Alors, des ingénieurs qui réussissent dans l'entreprise. Oui. Alors, je ne sais pas si Elon Musk est un bon ingénieur. Je n'ai jamais vu travailler en tant qu'ingénieur. C'est probablement un bon entrepreneur. Alors, il y a un aspect sur la communication, etc. Il a su prendre des risques aussi. Et puis, il a su quand même, faut se le dire, imposer une vision qui n'était absolument pas évidente il y a 10-15 ans, qui est de dire on va faire des lanceurs réutilisables, on va appliquer des méthodes de l'automobile aux lanceurs. Les gens, il y a 10-15 ans, en rigolaient beaucoup. C'était loin d'être évident. Il a cru à ce pari-là, il a poussé jusqu'au bout, il a su recruter. Et finalement, on voit aujourd'hui que c'est un succès commercial qui fera probablement assez mal à l'Europe pour les 10 prochaines années. Et des défis qui se posent à l'Europe, par exemple, en effet, des défis de ce style sont nombreux. On pourrait prendre l'aviation, par exemple, l'aéronautique qui souffre actuellement. Oui, alors c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé cette année, l'aéronautique a énormément de mal, on le voit. On parle aussi beaucoup de transition énergétique et puis on voit que certains gros équipementiers aéronautiques ont décidé d'arrêter les avions électriques qui vont très bien dans la réduction des gaz à effet de serre et du CO2. Donc on se dit comment est-ce qu'on va gérer la transition énergétique finalement, en se disant comment on va pouvoir faire des avions qui consomment moins, qui vont voler différemment. Voilà. Et on pourrait multiplier les exemples dans d'autres secteurs. La production d'énergie, c'est aussi un défi colossal par les temps qui courent avec justement cette décarbonisation de l'atmosphère. Oui, alors c'est vrai que ça c'est un des plus grands défis qui vient à nous. On est en train d'introduire plein d'énergies renouvelables sur les parcs mondiaux d'électricité. Et on voit aussi qu'en face de ça, en fait, comme on maîtrise mal ces énergies-là, on a du mal à conserver la stabilité des réseaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir sur les réseaux électriques des énergies non renouvelables dont on maîtrise parfaitement la production et qui nous permettent de contrebalancer le fait de dire il y a un nuage qui passe, on ne produit plus d'énergie solaire ou le vent s'arrête brutalement et ce n'était pas prévu. Et donc on n'a plus d'énergie éolienne. Voilà, donc ça fait partie de un très grand défi, l'énergie, pour les prochaines années. Il y a des exemples dans l'actualité qui vous ont frappé récemment et vous vous dites tiens là c'est quand même des vrais sujets que des ingénieurs ou d'autres, des entrepreneurs pourraient résoudre? C'est effectivement alors, des grands débats. On prend aujourd'hui. Alors, je pense que globalement, le monde et la société dans laquelle on vit va de plus en plus vite et de plus en plus complexe. Et donc, la conséquence, c'est qu'on est obligé de prendre des décisions de manière beaucoup plus rapide et que nos décisions prennent en compte beaucoup plus d'éléments, de variables qu'avant et puis elles vont avoir beaucoup plus d'impact. Donc, on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, beaucoup de décisions qui passent, on se dit, est-ce que la décision a réellement été mûrie? Est-ce qu'on a bien compris, perçu l'impact de cette décision sur l'ensemble de notre société? C'est pas toujours bien modélisé et c'est là où justement où vous intervenez d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est pas toujours bien modélisé. Il faut dire qu'on est assez limité. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils d'aide à la décision qui existent. Alors, ça reste toujours des outils d'aide à la décision. Ce n'est pas des outils, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des algorithmes qui décident à notre place. Et on va chercher à se dire, quand on a un outil d'aide à la décision, finalement, il va utiliser des données disponibles sur Internet ou qu'on a collectées petit à petit. Ces données, elles représentent un état de connaissance actuel ou un état de fait. Et donc ces outils-là vont nous aider à naviguer dans ces données-là pour finalement être capable d'en extraire la quintessence qui n'est pas forcément facile à voir d'un point de vue humain. Alors, je peux vous donner un petit exemple très simple. On dit que l'homme est capable de gérer 5 à 8 paramètres globalement dans une décision. Sur un avion, à la fin, quand l'avion est conçu, il y a entre 11 000 et 13 000 paramètres. Ouais. Donc quand vous avez compris ces états-là,
Exactement. Vous avez compris que l'homme était nécessairement dépassé, dépassé dans sa capacité d'analyser un certain nombre de données très conséquentes et dans la capacité d'imaginer des choses un peu nouvelles. Et puis ce que vous dites, hein, c'est bien quand on a les données, c'est-à-dire quand on peut s'appuyer sur un passé riche, mais quand on a une situation nouvelle et quand il faut regarder vers l'avenir et qu'on n'a pas justement d'historique, ça devient plus compliqué. Exactement. Par exemple, l'avion du futur, on n'a pas de retour d'expérience sur un avion électrique, ou très peu en tout cas. Et donc, on n'a pas suffisamment de données pour être capable d'utiliser des méthodes classiques d'aide à la décision pour aller imaginer ces nouveaux avions. Ce que vous dites, c'est qu'on est capable d'optimiser les avions traditionnels de façon assez pertinente. On a du mal à repartir d'une feuille blanche. Et c'est là où justement le génie de l'entrepreneur intervient. Et c'est là qu'un Elon Musk fait sens. Voilà, exactement. Donc effectivement, pour aller, alors quelquefois optimiser, on a besoin d'aller voir des choses un peu en rupture, des choses nouvelles, comme l'a fait Elon Musk. Et puis évidemment, lorsqu'on part d'une feuille blanche pour résoudre un nouveau problème, on a besoin d'aller chercher des solutions en rupture. Bon, on va justement essayer de comprendre pourquoi finalement le monde de l'entreprise pourrait être un formidable terrain de jeu pour les ingénieurs. Alors, on pourrait prendre le problème à l'envers. En effet, pourquoi il y a si peu d'entrepreneurs qui proviennent des rangs des ingénieurs ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que globalement, le système forme de bons ingénieurs qui vont penser dans des cadres formels un peu inside the box, comme on dirait, donc dans la boîte, dans un cadre. Et finalement, on n'encourage peut-être pas assez les entrepreneurs à dire vous avez une manière différente de penser les choses. C'est un peu ma manière de voir les choses. Différente de penser les choses, on va vous accompagner pour dire poussez votre idée au bout. Est-ce que cette manière de penser les choses qui est en rupture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui ne fait peut-être pas sens ? Donc c'est un problème de formation un peu, de manque de créativité, d'originalité dans le système éducatif ? Alors, il peut y avoir de ça, bien évidemment. Et puis, je pense qu'aussi, on est là pour apprendre un enseignement, un état de l'art, et pas forcément pour dire basez-vous cet état de l'art pour penser de nouvelles manières, parce qu'on voit qu'il y a de la rupture. Et pourtant, c'était ce que nous ont montré, le chemin qu'ont montré tous les grands ingénieurs quand ils ont inventé la machine à vapeur, qu'on est passé à l'électricité. Enfin, c'était des inventeurs aussi. Il y avait cette notion, cette noblesse de l'invention. Ouais, c'était des leaders. On en trouve encore, bien évidemment. On a de très grandes entreprises qui sont des leaders, qui testent des solutions complètement innovantes pour aller prendre la vague d'avance et puis distancer leurs concurrents. Cette émission s'appelle Business Models, en référence justement aux modèles qui peuvent inspirer. C'est qui les grands ingénieurs qui sont devenus des entrepreneurs ? Dyson, par exemple ? Alors Dyson, oui, c'est un exemple assez particulier. Alors je vais être très honnête avec vous, j'aime beaucoup ce que fait Dyson. En revanche, sa manière d'approcher le problème, ça a été essai-erreur pendant très longtemps. Et il dit lui-même, il a fait des milliers de prototypes avant de trouver l'aspirateur qui fonctionne. Dans une approche industrielle, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc c'est pas élégant d'un point de vue démonstratif, c'est ça ? Alors oui, puis si vous voulez faire un avion de cette manière-là, vous n'y arriverez jamais, c'est une évidence. Ça marche pour un aspirateur ou un sèche-cheveux, mais pas un avion. Mais c'est un très bon exemple. Bon. Quels sont les autres ingénieurs qui marquent l'histoire, qui vous inspirent, vous ? Il y en a plusieurs. Alors, je ne sais pas s'il faudrait prendre des ingénieurs ou des gens un peu leaders. Alors, il y a quelqu'un que j'aime bien. Je ne suis pas un fan du foot, mais quelqu'un que j'aime bien, c'est Didier Deschamps. Alors, ça peut paraître un peu particulier. Didier Deschamps, c'est quand même un leader. Alors, il a été le capitaine de beaucoup de ses équipes depuis qu'il joue au football. Et puis c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était sélectionneur de l'équipe de France, alors il est toujours d'ailleurs, mais lorsqu'il est sélectionneur de l'équipe de France, il n'hésite pas à faire sortir des stars de son équipe, à se prendre une volée de bois vert, parce qu'il croit à son idée, il croit à son leadership et il va favoriser l'équipe à côté des autres. Et j'aime bien cette notion de leader qui est de dire, si je fais comme tout le monde, je n'aurai pas forcément de sens, je vais prendre un contre-pied à ça et je vais jouer ma carte à fond. D'accord, c'est sortir des sentiers battus, ça c'est en effet suivre son instinct. C'est un peu le contraire de ce que fait l'ingénieur qui veut se rassurer par une démonstration mathématique rationnelle. C'est un peu ça. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a dans notre pensée, il y a un aspect cognitif qui va vite nous emmener vers des solutions. Alors, je peux vous reprendre un exemple très simple. Si on reprend l'exemple de l'aviation qui doit se renouveler demain, si on se dit on veut des avions qui vont consommer moins, la première chose que les ingénieurs vont penser, c'est dire on va essayer de faire un avion plus léger. Donc ça va revenir à dire je fais une structure de l'avion plus légère, je fais un moteur plus léger. Donc ça, c'est l'approche très classique. Donc on pourrait travailler, l'avion va être plus léger, oui, il va consommer moins de CO2. Un avion en papier, comme au premier temps. Par exemple. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'aller vers ma première idée qui est de dire j'allège l'avion, je m'autorisais à le faire plus lourd ? On pourrait imaginer faire un moteur plus gros et qui, comme il est plus gros, potentiellement peut consommer moins. Et en alourdissant la structure pour tenir ce moteur, on pourrait avoir un bénéfice qui est de dire finalement j'aurai des solutions bien meilleures d'un point de vue CO2 que celles que j'ai actuellement. Donc voilà. C'est résoudre des paramètres, l'équation avec différents paramètres, mais surtout
pas s'interdire de mettre certains paramètres dans l'équation, parce que c'est un peu ça le danger. Oui, quelquefois, il faut être contre-intuitif, il faut aller à l'opposé de ces solutions primaires, parce qu'on se dit, finalement, ça pourrait peut-être faire sens, et on en voit aujourd'hui qui marche très bien. Et ça nous ramène au débat sur l'intelligence artificielle, qui est très performante dans un cadre donné aussi, mais qui aura peut-être du mal à sortir de la boîte, comme vous le disiez. Oui, alors aujourd'hui, nous, on a fait des tests avec des clients, parce qu'on n'est pas dans l'intelligence artificielle en tant que telle, sur de l'intelligence artificielle, et on a démontré que l'intelligence artificielle ne savait pas inventer de choses nouvelles sur lesquelles elle n'avait pas de données, on le savait déjà. Et puis finalement, c'est un grand risque, parce qu'aujourd'hui, Thomas, est-ce que vous accepteriez de voler sur un avion conçu par de l'IA ? C'est pas déjà le cas? Non, c'est pas le cas. Et les ingénieurs ne voleraient pas sur un avion fait par de l'IA, je vous le rassure. Alors, pourquoi? Donc, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un risque, en fait, quand on sort d'un domaine connu, on ne sait pas comment l'IA va se comporter. Il peut vous donner plein de bonnes réponses sur un domaine connu, et dès que vous sortez un peu des marges, ça commence à partir dans n'importe quel sens et on ne maîtrise pas les choses. Oui, mais l'avion, il y a quand même un track record important. L'IA pourrait optimiser l'avion, non? Oui, bien sûr. Il y aurait des tests et des qualifications qui feraient que ça ne saute pas. Mais on a quand même des tests et des qualifications aujourd'hui qui montrent que certains avions ont été certifiés et n'auraient peut-être pas dû l'être. Même avec un homme. Donc on imagine qu'avec de l'IA, on pourrait avoir ce genre de biais. En revanche, une IA qui remplacerait le pilote, ça c'est pour demain. Oui, alors c'est déjà un peu le cas. Hein. Les pilotes finalement aujourd'hui peu. L'avion est capable de décoller tout seul et de se poser tout seul. 15 minutes par mois, j'avais lu cette statistique, elle me semble hallucinante en manuel, mais bon... ouais, alors c'est pas très loin de ça. Effectivement, sur un grand vol, généralement c'est 5 minutes au décollage. L'avion n'est même pas arrivé à son plafond que le pilote a déjà lâché les commandes. Ouais. Et puis c'est 5 minutes. Et c'est même obligatoire, c'est réglementaire. Il ne faut pas qu'il touche plus que ça les commandes. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est un environnement qui est moins contraint que la route, sur lequel il y a plein d'environnements. Dans le ciel, les choses sont plus maîtrisées, il y a plus d'espace. Ce qui me fait sourire toujours, hein, parce qu'on dit non, moi, jamais je monterai dans un taxi autonome, alors qu'on monte dans des avions autonomes quelque part. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est le paradoxe. Mais bon, les taxis volants résoudront peut-être le problème. On va s'intéresser maintenant à ce que fait Gigli, parce que c'est en effet, enfin, on en a un peu l'intuition au travers de ces propos préliminaires, mais c'est en effet un nouveau champ que vous explorez. Alors Gigli, pour commencer, d'où vient le nom? Pourquoi avoir choisi ce nom? Alors c'est parce que quelques ingénieurs avec qui on travaillait au tout début nous appelaient le Google de l'engineering. Et donc la société n'existait pas encore, on était aux prémices. Et donc, comme Google était déjà pris, il fallait trouver autre chose. Donc on s'est appelé Gigli avec un deuxième E quand même à la fin. Voilà. Bon. Gigli, alors comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que c'est vrai que ça peut sembler très conceptuel. On a vu les choses que ça permet de résoudre, mais comment est-ce que vous le vendez? Comment vous l'expliquez? Alors Gigli, c'est un logiciel qui a été développé au bout de plusieurs années, qui a la particularité d'être un des premiers logiciels de ce qu'on appelle l'intelligence humaine augmentée. Alors le principe est très simple, c'est de se dire, les biais dont on parlait tout à l'heure qui nous amènent rapidement vers le fait d'alléger un avion pour consommer moins de CO2, sont des biais qui sont naturels, mais qui ne sont pas toujours les seuls à être testés. Donc on se rend compte qu'il y a énormément de valeur à explorer un champ des possibles beaucoup plus large et des opportunités nouvelles. Parce que ça peut donner des combinaisons, parfois en dérivées secondes ou tierces, qui sont intéressantes et qu'on s'est empêché de regarder ou de découvrir parce qu'on cherche ses clés sous le lampadaire. Et exactement. Alors un projet complexe, c'est vraiment ça dont il parle, on a plusieurs personnes de plusieurs disciplines qui vont travailler ensemble. On se rend compte que chacun va faire des choix localement dans son domaine et que ces choix peuvent grandement impacter les autres. Donc s'ouvrir en disant on va utiliser des ordinateurs, un logiciel pour explorer toutes ces voies-là et être sûr de ne pas avoir loupé la bonne solution à côté de nous, c'est aujourd'hui essentiel et ça amène beaucoup de valeur dans les industries. On peut prendre un exemple, je crois que vous avez travaillé sur des rovers, comment est-ce qu'on optimise un rover? Des petits drones martiens par exemple, des petits drones martiens. Donc l'exemple typique, un drone martien c'est assez compliqué à gérer pour plein de raisons. Alors, il y a une atmosphère sur Mars donc on peut voler, mais l'atmosphère est très légère donc c'est assez difficile de voler. Et donc la première idée qu'on a c'est de se dire pour faire un drone martien qui vole, on va faire des grosses pales d'hélice. Mais si on dit des grosses pales d'hélice, on va dire des gros moteurs. Et qui dit des gros moteurs dit des grosses batteries. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à la fin, on a un drone martien très lourd qui va avoir du mal à voler. Et donc en fait, on se rend compte qu'il y a un équilibre à trouver entre la taille des pales et l'énergie qu'on va pouvoir embarquer sur le rover, et qu'on a des solutions qui existent dans des lieux ou dans des régions de conception habituellement qu'on fuit. C'est tous les effets de seuil en disant il faut que la pale d'hélice dépasse un petit peu l'effet de seuil, mais que le moteur n'ait pas eu le temps de s'oversizer pour apporter l'énergie. Et là, on trouve des solutions viables. Et c'est là où votre logiciel permet de créer de la valeur, et quelque chose qu'un homme seul n'arriverait pas à faire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on concevait les rovers, les drones martiens jusqu'à présent? Alors jusqu'à présent, et plein d'autres systèmes, on le conçoit sur la base de l'expertise. Donc on a des grands experts qui disent je pense que ça va être plutôt ces oreillers drones-là, etc. La taille du problème sur un rover,
martien, le nombre est quasiment incalculable, c'est quasiment autant que d'étoiles qu'il y a sur l'univers. Donc, si je ramenais à un problème terrestre, c'est autant de grains de sable qu'il y a sur Terre. Donc vous imaginez une équipe d'ingénieurs qui va aller étudier chaque grain de sable sur Terre pour trouver la bonne configuration du rover. C'est évidemment impossible. Donc sans outils informatiques, on n'y arriverait pas aujourd'hui, ou on mettrait 15-20 ans à y arriver. Alors ça suppose aussi autre chose, c'est que les hypothèses soient le plus réalistes possible. C'est-à-dire que toutes les petites briques que vous allez faire ingurgiter dans le logiciel fonctionnent en simulation, en tout cas le mieux possible, et interagissent le mieux possible entre elles. C'est ça qui doit être difficile aussi dans votre approche. Ouais. Alors effectivement, il y a toujours une notion d'incertitude sur ces grands projets très au début. Alors l'avantage de s'outiller, encore une fois, c'est de se dire, au lieu de dire je pars sur des certitudes ou des hypothèses en me disant je ne vais pas challenger mes hypothèses, là on peut les challenger en se disant tiens, si l'hypothèse est un peu différente, est-ce que finalement ça change la solution que je dois proposer, ou est-ce que la solution est stable, ce qu'on appelle robuste? On a l'impression qu'en fait vous êtes très sensible à la relation entre l'humain et le logiciel, et que finalement c'est un peu une aide. C'est pour ça que vous l'appelez sans doute augmenter, une aide pour l'ingénieur, mais ça ne le remplace pas. Alors bien évidemment, le but c'est absolument pas de remplacer les hommes, c'est de les supporter en disant passons du temps à faire de la vraie valeur, mettons notre énergie à l'endroit où ça fait le plus de sens, et puis évitons toutes les tâches répétitives qui n'ont pas de sens pour nous amener vers les choses qui nous font sens. Et l'interdisciplinarité, c'est aussi quelque chose qui est valorisé avec votre approche, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais il y a encore 10-15 ans, on cherchait à avoir des systèmes ou une complexité qui était la moins élevée possible, parce que c'était comme ça que c'était facile à concevoir. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que le fait d'intriquer les choses, notre téléphone portable en sont un très bon exemple, ça permet de créer de la valeur à moindre coût. Et donc aujourd'hui, on cherche à avoir des systèmes plus intégrés pour créer une nouvelle vague de valeur qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'on peut prendre encore d'autres exemples sur lesquels vous avez travaillé récemment? Oui, alors on travaille sur plein d'exemples, donc des réacteurs du futur, parce qu'aujourd'hui, demain, il faut avoir des réacteurs qui vont pouvoir équilibrer les réseaux électriques, donc pas forcément simplement produire de l'énergie pour la consommer, mais être capable de réagir de manière assez active pour contrebalancer les énergies renouvelables. On travaille également sur tous les systèmes de contrôle-commande, sur des data centers, sur des packs batteries pour les voitures du futur, parce qu'il va y en avoir besoin, et des packs batteries intelligents pour l'énergie, etc. Les fusées aussi, je crois que je ne voudrais pas trahir de secret, mais... Oui, exactement, ça devrait venir. Effectivement, on a des projets européens qui se lancent sur les lanceurs réutilisables, comme on a aujourd'hui aux États-Unis. Donc on espère bien qu'avec ce type de technologie, on va pouvoir accélérer le développement, c'est déjà le cas chez d'autres de nos clients, accélérer le développement pour finalement récupérer un petit peu le retard qu'on a pris ces quelques dernières années. Alors, si on revient à l'émission aussi et à son nom, c'est business model, le modèle d'affaires. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors, on gagne de l'argent comment? On gagne de l'argent en vendant des licences. Alors après, j'ai eu une vision un peu... Alors, il y a un sujet qui me tient à cœur sur ce sujet-là, c'est de dire, j'ai cherché à monter une structure et au début, je me suis posé la question de dire, est-ce que je lève des fonds ou est-ce que j'en lève pas? J'ai fait un choix peut-être assez particulier. J'ai décidé de ne pas en lever. J'ai fait ce que quelques entrepreneurs font. J'ai vendu mon appartement, j'ai injecté dans l'entreprise. Et je suis allé chercher... Une vraie prise de risque, et c'est ça aussi, un hommage aux entrepreneurs. Exactement. Donc c'était, quand vous avez tout mis sur la table, de toute façon, il n'y a plus qu'une solution. Il n'y a plus qu'à réussir. C'est exactement ça. Et donc je suis allé directement m'intéresser sur la vraie valeur et combien étaient réellement prêts à payer mes clients pour ma technologie. Et ça m'a permis vraiment de setter où était la vraie valeur de mon projet. Au bout de 6 mois, on était rentable et donc on a déployé l'entreprise sur la rentabilité avec nos clients. Et donc aujourd'hui, on a une belle entreprise qui gagne de l'argent, qui est en croissance malgré le Covid et tout ce qui se passe en ce moment. Mais donc tu vends des licences? Oui, on vend des licences, voilà, des licences de serveurs de calcul avec l'intelligence humaine augmentée et embarquée. Et donc plutôt à des acteurs industriels classiques, ou est-ce que vous allez explorer aussi une clientèle dans le monde des services ou d'autres? Alors ça s'étend, on avait commencé par l'industrie, les grands acteurs du CAC 40. Et puis aujourd'hui, de fil en aiguille, on commence à s'étendre sur des nouveaux services, des nouveaux produits qui viennent demain. Donc on a commencé à travailler sur les trains autonomes du futur, etc., sur d'autres activités. Mais je pensais à des activités plus soft encore, par exemple la publicité, un scénario de film. Enfin, on pourrait aller vers des activités plus créatrices. Alors oui, on pourrait y aller. Aujourd'hui, on n'y est jamais allé parce qu'on s'étend petit à petit. Mais oui, il y a plein de domaines. Tous les domaines dans lesquels on voit qu'il y a de l'intelligence qui permet d'imaginer des choses nouvelles, et en fait, on sait apporter de la valeur en étudiant tous ces biais cognitifs. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce créneau avec cette approche, ou vous diriez que vous êtes un peu sur
un chemin un peu unique? Alors, il y a quand même d'autres acteurs qui se lèvent, hein, comme tout nouveau projet, les entrepreneurs ont C'est envie plutôt d'aller. une bonne nouvelle, parce que quand on est tout seul, parfois c'est parce qu'on n'est pas, on n'est pas sur le bon marché. Oui, tout à fait. Donc, il y a des acteurs qui se lèvent. Aujourd'hui, les acteurs sont majoritairement des acteurs qui apportent des méthodes et puis du conseil. Nous, on a réussi à développer un logiciel, parce qu'on l'avait anticipé il y a quasiment 10 ans. Et aujourd'hui, on a un logiciel mature qui est directement utilisé par nos créneaux, mais on s'imagine bien que ça va monter de plus en plus, parce qu'effectivement, le marché devient de plus en plus gros. Bon, on va s'intéresser maintenant à l'entrepreneur qui se cache derrière Gigli et qui a vendu son appartement pour se lancer dans l'aventure, c'est-à-dire vous. C'est assez rare d'avoir en effet des entrepreneurs qui prennent autant de risques. Alors tous les entrepreneurs prennent des risques, mais voilà, on parlait d'Elon Musk, je crois qu'il y a une acceptation du risque très élevée. Mais voilà, vendre son appartement, c'est un vrai choix. Alors, c'est un vrai choix, ouais, c'est un choix délibéré. Alors, je vais quand même avouer que si je regarde dans le rétro, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à monter mes sociétés, c'était quand même un gros risque, c'était un gros pari. J'y croyais, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, ça marche, mais effectivement, c'était un gros risque. Mais je pense que c'est un peu le challenge de l'ingénieur, mais c'est celui-là qui m'intéressait, qui était de dire, montrons qu'on n'a pas besoin de lever de fonds pour forcément réussir et qu'il y a d'autres approches qui sont intéressantes. J'aurais pu faire plus vite, hein, on pourrait en débattre, mais j'aurais pu faire plus vite, j'aurais pu faire différemment, avec un autre succès. Je suis quand même très content du succès qu'on a aujourd'hui. Bon, vous avez brûlé vos vaisseaux et bien vous en a pris. Après, il faut une dose d'inconscience aussi. C'est ça aussi la magie, peut-être humaine d'ailleurs, derrière l'entreprise. Ouais, alors c'est sûr que je vous disais, quand je regarde dans le rétro, je me dis quand même que j'ai pris beaucoup de risques. Que c'était, alors pour pas dire que c'était infaisable, il n'y avait pas beaucoup de chances que j'y arrive quand même malgré tout. Alors c'est aussi être entrepreneur, c'est aussi avoir des bons contacts, des bonnes prises de contact. Et puis on a eu des clients qui nous ont fait confiance, qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés depuis le début. Alors aujourd'hui, tous les clients qui ont signé chez nous, ils ont toujours continué à signer. Donc voilà, donc nos clients historiques d'il y a 5 ans, ils sont toujours clients chez nous. Alors ils ont le volume de vente chez eux a augmenté, mais ils sont toujours clients chez nous, ils ont fait confiance. Aujourd'hui, ils ne le regrettent pas. Et donc, on est ravis de continuer à avancer avec eux. Et c'est quoi les prochaines étapes pour vous en tant qu'entrepreneur? Alors, comment vous voyez la suite? Alors, on se déploie aujourd'hui dans l'industrie de manière beaucoup plus conséquente. On vise d'autres secteurs et on se pose quand même la question d'accélérer, parce que maintenant qu'on a vraiment trouvé la valeur de notre marché et la vraie valeur et le vrai tarif auquel on peut mettre le marché, on se rend compte qu'on est capable d'adresser de nouveaux marchés. Donc, on vise d'aller aux États-Unis, en Allemagne, donc s'agrandir. Créer de nouvelles entreprises dans le monde dès l'année prochaine. Et vous, Vincent, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous plaît de piloter cette entreprise? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Alors, j'adore le challenge. J'aime résoudre des problèmes qui peuvent paraître insolubles d'une manière globale. Et vraiment, la chose qui me fait vivre et qui me fait avancer tous les jours, qui me donne d'ailleurs l'impression de ne jamais travailler, hein, je vis de mon hobby, c'est un peu un hobby, c'est de dire que, alors, je ne vais pas changer le monde, mais j'aimerais aider le monde à accélérer un petit peu pour aller plus rapidement vers ce nouveau monde qui fera les 100 prochaines années de demain. Et vous utilisez votre solution pour vos choix, pour piloter votre entreprise aussi? Oui, alors bien évidemment, on l'utilise pour plein de choses, parce que c'est un outil qu'on trouve très intéressant. Et notamment, notre business model et nos business plans, ils sont générés automatiquement avec cet outil-là, parce qu'on a simplement mis notre manière de penser les business plans et les business models dans cet outil-là. Et l'outil génère tout seul des scénarios pour nous, et après on sélectionne les bons scénarios qui nous amènent vers la bonne valeur qu'on veut. D'accord. Et ça peut s'appliquer au recrutement éventuellement ou à d'autres choses, d'autres compartiments de l'entreprise? Oui, ça peut s'appliquer à d'autres compartiments de l'entreprise. Au recrutement, par exemple, c'est un très bon exemple. Mais dans ces cas-là, on travaille avec d'autres experts qui vont nous aider à modéliser leur manière de penser. Et donc, on fait des applications en ce moment sur le fait de dire quelle est la part de télétravail qu'il faut réaliser pour être efficace dans l'entreprise. Est-ce que s'engager à 100% du temps en télétravail ou à 0%, c'est une bonne solution? Il n'y a pas une réponse unique, j'imagine, ça dépend des entreprises. Oui, bien sûr, ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend des gens qu'on a. Malgré tout, on voit qu'on peut douter de préconisations qui sont de dire de mettre tout le monde au télétravail, parce que ça peut casser des liens. Je pense que l'empirisme montre que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, il y a des gains financiers qui font que les trade-offs peuvent être intéressants malgré tout, mais on se rend compte que les gens collaborent moins facilement malgré tout, et puis qu'il y en a qui ont besoin de cette émergence et des discussions qu'on a autour d'une machine à café, par exemple. Bien sûr, on reste des animaux sociaux. Et vous, donc, les prochaines étapes, comment est-ce que vous projetez dans la suite de l'aventure Gigli? Alors, on se pose la question de lever de fonds, d'ouvrir de nouvelles entreprises dans différents domaines. Mais je parle, vous, à titre personnel, comment est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, vous voyez la suite?
Alors écoutez, moi je vais continuer à développer l'entreprise. On se pose aussi des questions de s'agrandir en termes d'acquisition externe pour agrandir la chaîne de valeur qu'on maîtrise. On voit bien qu'il y a aux bornes de ce qu'on sait maîtriser, qu'il y a des chaînes de valeur qui manquent et qui intéresseraient nos clients. Donc on aimerait bien se développer sur ces chaînes de valeur ou acquérir une nouvelle société pour croître et créer un groupe industriel qui fait sens pour. Mais ça c'est la société. Mais vous, à titre personnel, comment est-ce que vous voyez grandir peut-être avec ce projet aussi, avec cette entreprise? Alors c'est une bonne question. J'y ai pas vraiment réfléchi. Je pense que chemin faisant, on avance et on grandit avec notre bébé. Parce que je vous sens attaché au bébé justement. Enfin, et c'est peut-être le côté ingénieur qui revient, c'est-à-dire que c'est pas juste un coup opportuniste financier. On a l'impression que c'est une vraie construction, une architecture qui se met en place. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment l'objectif d'accompagner le groupe qui se construit petit à petit. Aujourd'hui, il fait déjà 3 sociétés pour aller construire de la valeur. Donc moi, je suis là pour accompagner les gens avec qui je travaille, tous mes collaborateurs, pour développer l'entreprise. Et c'est ça qui me fait vivre, c'est garder ce côté humain, ce côté de gestion de problèmes complexes et qu'on me sollicite tous les jours pour résoudre des choses qui paraissent insolubles ou qui sont compliquées. Ouais, j'aime ce côté ingénieur, j'en suis quand même. Donc, Et qu'est-ce qui vous manque le plus au quotidien? Il y a une chose qui vous manque le plus? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui me manque. Je suis encore en relation avec mes clients. Je vais encore très souvent chez mes clients pour travailler avec eux. Donc aujourd'hui, je trouve que j'ai… Mais qui freine peut-être l'accélération, le développement tel que… Oui, alors il y a peut-être une chose qui nous manque. Alors en Europe, on a très bonnes écoles d'ingénieurs, on l'a vu tout à l'heure. On a très belles sociétés, mais on a aussi des sociétés qui sont un peu vieillissantes et qui tardent un petit peu à se dire, comme aux États-Unis, on va changer notre manière d'approcher le problème pour être plus performant. Finalement, qui vivent de leur rente un peu. Ouais, c'est ça. Voilà, l'innovation. Exactement. Donc on a un peu de mal à être aussi dynamique, à se dire on va changer de mode de pensée parce que finalement le monde change et on a besoin de changer ce mode de pensée. Et ce qui rallonge les cycles de vente, j'imagine. C'est rallonge les cycles de vente et la maturité de nos entreprises européennes versus d'autres entreprises du monde. Et qui paradoxalement les fragilise à terme. Oui, malheureusement. Bon, en tout cas, des entrepreneurs comme vous permettent de redonner du sang neuf à ce monde de l'ingénieur et de l'entrepreneur. Merci Vincent de nous avoir rendu visite et de nous avoir présenté Gigli. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models. Merci Thomas.